Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cet entretien spécial en compagnie d'une femme au parcours d'exception. Elle a occupé des postes très sensibles à l'échelle internationale. D'abord à la tête de la Banque mondiale avant d'être portée à la direction du Fonds monétaire international, devenant ainsi la deuxième femme à diriger le FMI. Ce que nous pourrons dire également à son sujet, c'est qu'elle porte l'Afrique ou que l'Afrique occupe une grande place dans son agenda. Elle est en visite au Maroc pour la première fois depuis sa prise de fonction le 1er octobre dernier. C'est un immense plaisir que de la voir avec nous aujourd'hui. Bonjour Kristalina Georgieva. Bonjour et merci. Que pouvez-vous nous dire du résultat de votre visite au Maroc ? L'objectif de ma visite est double. Le premier, c'est de découvrir le pays et de rencontrer les autorités marocaines. Le deuxième est de préparer les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui seront organisées ici au Maroc. Et je peux dire que cette première visite est fantastique. J'ai eu l'opportunité de saisir plus directement les aspirations du gouvernement marocain. La poursuite des réformes où le FMI peut être très utile, notamment sur le volet fiscal ou celui concernant des dépenses publiques de manière qualitative, les inégalités, la jeunesse ou encore la femme. Je suis très confiante que Marrakech, en tant que capitale économique et financière mondiale, sera un succès retentissant. Mais pas que. Ces rencontres apportent une innovation puisque les structures qui seront érigées pour accueillir ces rencontres seront réutilisées en tant qu'école. Est-ce que la flexibilité du dirham a fait partie de votre agenda ? Nous en avons parlé. Il y a une commission technique qui se déplacera au Maroc en mars et qui traitera de la question en détail ainsi que d'autres sujets. Ce que je peux dire sur la question de la flexibilité du dirham, c'est que nous soutenons l'approche très mesurée et prudente du Maroc basée sur des preuves et des chiffres, et ce, en opérant la première phase d'ouverture sur une bande de plus ou moins 2,5%, ensuite encadrant l'étape suivante qui consiste à élargir la bande à 5%, et après éventuellement arriver à un taux de change qui serait entièrement déterminé par le marché. Les aspects que nous apprécions dans cette approche sont la prévisibilité et la prudence. Le monde est plus incertain aujourd'hui qu'il ne l'a été il y a 10 ou 15 ans. Et la meilleure manière de faire face à l'incertitude, c'est d'avoir une action politique claire et prévisible. Dans l'un de ses derniers rapports, le FMI mentionne le Maroc comme un partenaire fiable qui a réussi à mener à bien les réformes structurelles et à respecter les engagements pris au titre de l'accord sur la ligne de précaution et de liquidité. Mais le même rapport souligne également quelques échecs comme le déficit budgétaire, la dette publique ou encore les faibles recettes fiscales. Comment pensez-vous qu'un pays comme le Maroc peut maintenir les équilibres macroéconomiques et en même temps répondre aux urgences sociales ? Tout d'abord, le Maroc est courageux de s'attaquer aux problèmes structurels qui ne peuvent être éternellement reportés. Par exemple, les mesures qui ont été prises pour améliorer le système de collecte d'impôts, l'élimination de certaines subventions préjudiciables. Ceci n'est pas facile et impopulaire, mais c'est nécessaire et cela a été fait. Il y a aussi la lutte contre la corruption. C'est la première fois que le FMI s'exprime sur cette question de la corruption. Non, c'est devenu un sujet très important pour le FMI ces dernières années. Pourquoi ? Parce que les gens descendent dans la rue et protestent contre cela. Nous ne voulons pas que nos gouvernements gaspillent notre argent. En plus, le coût de la corruption est élevé.
L'argent qui va dans la poche de quelqu'un ne finance pas d'écoles, ne finance pas d'hôpitaux et encore moins d'emplois. Pour finir, sur le cas du Maroc, oui, le pays fait face à un déficit budgétaire et à la dette, mais pas au point de représenter un danger grave pour l'économie. Mais bien sûr, ils doivent être gérés. Et comment le Maroc entend les gérer ? Eh bien, en créant de bonnes conditions pour un investissement compétitif étranger et locaux, ce qui créera de la croissance, donc plus d'emplois, et par ricochet, plus d'impôts collectés. Et aussi, le Maroc a mis l'accent sur la transparence de la gouvernance. J'applaudis le Maroc pour le projet de e-Gov et j'espère le voir entièrement appliqué quand je reviendrai la prochaine fois. I really applaud Morocco for e-government, and I hope I would see it when I come next time, fully applied everywhere. Why? Pourquoi? Parce que la transparence est le meilleur ami du citoyen. Et la transparence est la meilleure arme contre la corruption. J'aime dire que le soleil est le meilleur des remèdes. Et aussi parce que le e-government permet d'éliminer les procédures qui ne sont pas nécessaires. L'automatisation permet de redéployer des ressources humaines vers des secteurs productifs. Sous les hautes instructions royales, un programme intégré de soutien et de financement à l'entrepreneuriat a été mis en place ces derniers temps. Il est doté d'un budget de 6 milliards de dirhams. Comment le FMI entend-il accompagner le Maroc dans ses projets pour la création d'emplois, mais aussi pour l'entrepreneuriat ? Nous sommes les plus utiles dans ce que nous faisons de mieux, à savoir les questions fiscales. Nous ne proposons pas d'augmenter les recettes seulement, mais nous préconisons également une utilisation plus efficace des dépenses. Deuxièmement, nous sommes très bons pour identifier les obstacles qui impactent la compétitivité et la croissance. Et nous déployons ces compétences ici au Maroc. Je pense personnellement que l'une des mesures les plus importantes est celle relative aux femmes, grâce notamment à l'élimination de barrières juridiques, ce qui permet aux femmes d'entreprendre. L'accès au financement pour les femmes, c'est un boost pour le Maroc que nous devrions voir décoller. Parlons de l'Afrique à présent, Madame Georgieva. L'un des principaux problèmes du continent est que les réformes structurelles qui ont été suggérées par le FMI ont entraîné davantage d'inégalités et a entravé parfois même la croissance économique de certains pays. Comment l'institution aborde-t-elle ces problèmes avec les gouvernements africains ? L'attention portée aux inégalités a été au cœur des préoccupations du FMI. Et cela a été porté par ma prédécesseure, Christine Lagarde. Et je prends à cœur vraiment cette question, ce qui signifie qu'il faut faire beaucoup plus attention à qui bénéficie et qui perd dans les réformes économiques. Car après, toutes les réformes sont destinées aux populations et non aux documents sur lesquels elles sont écrites. Ainsi, nous traçons les bénéfices et les coûts pour être sûr que les mesures entreprises soutiennent ceux qui en ont besoin, leur offrant les opportunités d'améliorer leur vie eux-mêmes. Nous soutenons ce que nous appelons les mesures de protection sociale de deuxième génération. La première génération se basait surtout sur un plan de sauvetage en cas de chute. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de tisser des cordes de sécurité sociale plutôt que des filets, aider les gens à s'aider eux-mêmes. Nous mettons plus d'attention sur l'accès au financement et à la formation, qui permettent à ceux qui sont en marge de l'économie de faire un pas dedans et d'aider leur pays. L'autre enjeu de l'Afrique est la dette extérieure totale de l'Afrique
à noter pour nos chers téléspectateurs, a bondi de près de 150% en une décennie. Quelle est la position du FMI face à l'émergence d'un investisseur majeur qui a clairement changé la situation financière en Afrique, à savoir la Chine? Well, let's first stress that the reasons for debt. Je commencerai par souligner que les raisons de la hausse des dettes en Afrique et ailleurs sont très complexes. La première raison est relative au taux d'intérêt bas, ce qui a attisé l'appétit à des prêts à haut rendement. Les hauts rendements s'accompagnent de risques élevés. Une grande partie de la dette en Afrique ne vient pas vraiment de Chine, mais plutôt des prêteurs commerciaux qui recherchent un meilleur retour sur leur argent. Il y a une autre raison. Celle-ci est liée au manque de transparence de la dette. Quand le pays s'endette sans que l'on puisse voir la partie immergée de l'iceberg, ceci est très dangereux et risqué. Ces dernières années, grâce aux alarmes que le FMI, la Banque mondiale et d'autres institutions ont sonné, la dette s'est stabilisée depuis 2016. Elle est autour de 55% comparée à 35% il y a 10 ans. Alors c'est dangereux. Et en effet, une partie de cette dette vient de Chine. Mais n'oublions pas que la dette n'est pas nécessairement un pari. Si c'est un bon investissement qui génère des emplois, qui augmente la productivité ou qui améliore le niveau de vie, cette dette sera remboursée de la restitution de cet investissement. Le problème est que pas tous les investissements sont bons. En Afrique, nous ne pouvons tracer que 60 centimes $ en investissement. Alors il faut mettre l'accent sur la transparence de la dette, la bonne gestion de la dette et la qualité de l'investissement. Tout cela est nécessaire. Et ce que nous voulons voir, eh bien, ce sont ces nouveaux prêteurs, comme la Chine, se mettre autour de la table des discussions, autour des problèmes de soutenabilité de la dette en Afrique. Nous les y invitons et parfois ils viennent. Merci pour votre temps et merci d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était l'entretien spécial en compagnie de la directrice générale du Fonds monétaire international. Merci à vous pour votre fidélité. Très bonne suite des programmes sur Médien TV, Médien TV Afrique.